quand même finalement le gros de nos prescriptions, hein. C'est ça qu'on va prescrire au quotidien en termes d'ordonnances et de médicaments à nos patients. Donc là, cet après-midi, on va aborder d'autres aspects. Finalement, comment on va moduler la prescription en fonction de certains terrains. Là, moi, je vais vous parler de terrains physiologiques et pathologiques particuliers qu'on a déjà un petit peu abordés au fil des présentations de ce matin, mais on va revenir un tout petit peu plus en détail là-dessus. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, le docteur Guyon reviendra nous parler de la prise en charge de patients sous certains médicaments qui sont parfois un peu compliqués pour nous au quotidien au cabinet, notamment les patients sous antithrombotiques ou les patients sous antirésorbants osseux, les fameux notamment biphosphonates. Et puis moi, je vous reparlerai ensuite des différents effets indésirables et interactions médicamenteuses graves auxquelles il va falloir faire attention avec nos prescriptions et qu'il va falloir absolument éviter. Donc, en ce qui concerne les terrains particuliers, on va déjà parler de terrains physiologiques particuliers. Vous savez qu'un patient, tout au long de sa vie, va avoir des modifications. On va pouvoir traiter des enfants, par exemple des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent ou des personnes âgées. Et il va y avoir des spécificités en fonction de tout ça qui vont moduler parfois notre prise en charge et notamment notre prescription. Alors, en ce qui concerne la pharmacologie au niveau pédiatrique chez l'enfant, clairement, on a un souci parce que, vous le comprenez bien, beaucoup de médicaments n'ont jamais été testés chez l'enfant, et ça c'est logique, on a des contraintes éthiques qui font qu'on ne peut pas inclure comme ça des enfants dans des études sur des médicaments. Il faut savoir que plus de la moitié des médicaments qu'on utilise chez l'enfant, finalement, n'ont jamais fait l'objet de tests, spécifiquement dans des cohortes pédiatriques. Et justement, donc c'est la législation, finalement, qui nous empêche un petit peu de pouvoir tester les médicaments chez les enfants. Donc c'est pour les protéger, évidemment. Et il y a quand même des possibilités de tester ces médicaments chez l'enfant si on sait que cette molécule a un bénéfice pour la personne en question. Donc peut-être qu'elle a une maladie orpheline ou des choses comme ça, et qu'on a besoin de tester un médicament pour cette maladie, et on attend un bénéfice finalement aussi pour l'enfant à traiter. Et puis éventuellement, si on a un bénéfice escompté pour d'autres mineurs, donc chez un enfant sain, entre guillemets, on va se dire que peut-être ce médicament-là pourra servir à d'autres enfants qui sont atteints de certaines pathologies. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme médicaments chez l'enfant? On a 3 catégories de médicaments. Soit des médicaments avec une forme pédiatrique existante, comme on l'a vu ce matin par exemple avec l'Advil ou le Doliprane, avec des formes pédiatriques sur des solutions buvables, en pipette ou autre forme galénique. Vous avez après des médicaments qui sont clairement contre-indiqués chez l'enfant, donc là c'est assez simple, même si on est face à des impasses thérapeutiques, finalement on sait quoi faire, on sait qu'on ne peut pas prescrire ce médicament-là. Et puis après, vous avez des médicaments, malheureusement, qui sont un petit peu plus flous, où on a une absence de mention particulière. On nous dit pas que c'est autorisé, en même temps, on nous dit pas que c'est contre-indiqué, donc on ne sait pas quoi faire avec ces médicaments-là. Et donc, généralement, c'est vrai que s'il y a une absence de contre-indication, on va avoir tendance à utiliser ces médicaments, même si, encore une fois, ils n'ont pas été évalués chez l'enfant. Alors, l'enfant, faut pas voir ça comme un adulte en miniature, vous le savez, d'accord, c'est pas juste un adulte qui pèse un peu moins lourd et qui a une taille un peu plus réduite. Il y a une physiologie particulière qui fait que certains médicaments vont être contre-indiqués. D'autres, la posologie va être différente entre un adulte et un enfant. D'autres, alors parfois on va diminuer la posologie, parfois on va l'augmenter, pour diverses raisons. Alors on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a beaucoup de modifications entre un enfant et un adulte, et puis de toute façon entre un enfant en bas âge et un enfant de 12 ou 14 ans, par exemple, on n'aura pas du tout la même chose. Il faut savoir déjà, premièrement, qu'au niveau hépatique, vous savez que quasiment tous les médicaments qu'on va prescrire vont être métabolisés au niveau hépatique, ils vont être transformés, soit pour les rendre actifs, soit pour pouvoir les éliminer. Eh bien, on n'a pas toutes les voies enzymatiques qui sont mises en place au même âge, et forcément, il y a des médicaments qui ne pourront pas être métabolisés, ou au contraire, on va avoir un métabolisme ralenti, donc une vitesse d'élimination ralentie, donc un risque de toxicité du médicament si on rapproche trop les prises. Au niveau de la surface d'absorption, il faut savoir qu'un enfant, si on fait le ratio entre sa surface corporelle et son poids, le ratio est beaucoup plus important chez un enfant que chez un adulte. Et puis on va avoir une absorption facilitée, notamment au niveau cutané. Donc c'est vrai qu'on va privilégier, quand c'est possible, des voies d'administration au niveau cutané, par exemple, notamment en raison de ce rapport entre la surface corporelle et le poids de l'enfant qui est supérieur à celui d'un adulte. Au cours de notre vie, on a une modification du pourcentage des compartiments. Chez l'enfant, on va avoir un petit peu plus de masse aqueuse, le compartiment haut qui va être un peu plus important, et puis petit à petit, le compartiment graisseux qui va augmenter. Vous savez que certains médicaments vont avoir un tropisme pour le gras, d'autres non, au contraire. Donc c'est vrai que ça va modifier cette répartition du médicament en fonction de l'âge de l'enfant. La fonction gastro-intestinale aussi n'est pas la même que chez un adulte. Le pH adulte est atteint vers 3 ans à peu près. Donc la dégradation du médicament ne se fera pas
pas de la même manière. Et puis la fonction rénale, évidemment, on a une immaturité rénale chez l'enfant qui fait qu'on va avoir une clairance assez faible et donc une élimination ralentie. Et là encore, un risque de toxicité si on n'adapte pas les posologies à l'enfant. Alors clairement, on va regarder les médicaments qu'on peut prescrire ou pas chez un enfant. Si on s'intéresse tout d'abord aux antibiotiques, eh bien comme on l'a vu ce matin, l'amoxicilline peut tout à fait être prescrite, chez l'enfant. Vous voyez que, alors c'est là où on va voir l'exemple même du ratio surface corporelle par le poids de l'enfant. Vous voyez que la posologie finalement chez l'enfant de moins de 30 mois est supérieure à celle de l'enfant de plus de 30 mois. En dessous de 30 mois, on va être à une posologie entre 50 et 100 mg kg/jour, alors que chez l'enfant de plus de 30 mois, on va diminuer, on va passer à 25 à 50 mg kg/jour. Là, par exemple, c'est vraiment l'exemple type de cet impact de la surface corporelle sur la posologie. Donc, chez l'enfant de moins de 30 mois, entre 50 et 100 mg en 3 prises espacées de 8 heures. Au-delà, eh bien, on va tabler sur du 25 à 50 mg en 2 prises ou 3 prises si possible. Alors c'est compliqué parfois chez l'enfant qui va être à la cantine, en crèche, des fois les animatrices, etc., ne veulent pas donner de médicaments à l'enfant le midi, donc parfois on va passer sur du 2 prises. Il est important de voir avec les parents quelle est la possibilité éventuellement d'avoir une prise le midi, toujours en veillant bien sûr à ne pas dépasser 3 grammes par jour, qui est finalement la posologie adulte. Ça c'est une règle assez standard et simple à retenir, peu importe le poids de l'enfant, on ne dépassera jamais la posologie adulte. Si vous calculez que c'est un enfant en surpoids et que vous arrivez à 3,5 grammes, vous ne tenirez pas 3,5 grammes, vous vous cantonnerez à 3 grammes. Pour l'acide clavulanique, donc le deuxième antibiotique est contenu dans l'augmentin, eh bien il n'y a pas de contre-indication, et puis finalement la posologie va s'adapter avec celle de l'amoxicilline. Pour le métronidazole, l'aspiramycine et la clindamycine, elles sont contre-indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, non pas parce que la molécule est contre-indiquée, mais parce que la forme pharmaceutique n'est pas adaptée. En dessous de 6 ans, il est interdit de donner une forme solide à un enfant. Donc tout ce qui va être comprimé, gélule, qui va se donner par voie orale, sont strictement contre-indiqués parce qu'on considère que les protections, les protections des voies aériennes supérieures ne sont pas encore en place et donc il y a un risque de fausse route. Donc on va privilégier soit des formes liquides, comme on l'a vu, des sirops, des suspensions buvables, ou alors éventuellement des formes en suppositoire par administration rectale. Donc pour ces 3 médicaments-là, puisqu'on n'a pas les formes galéniques adaptées, ça sera contre-indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans. En ce qui concerne maintenant les antalgiques, alors il faut comprendre, on l'a vu ce matin avec le docteur Davido, que n'importe quel individu peut ressentir une douleur. Chez l'enfant, c'est également une réalité. Les circuits fonctionnels nociceptifs sont mis entre la 24e et la 30e semaine de vie fœtale. Donc l'enfant, dès la naissance, peut ressentir une douleur. Cette sensation douloureuse, elle est en plus associée à une absence de langage et de compréhension. C'est pas comme nous qui allons nous dire aujourd'hui j'ai mal, mais demain je vais pouvoir aller voir mon médecin. En finissant ma conférence, je vais pouvoir aller prendre un comprimé d'Advil ou de je ne sais quoi pour soulager mon mal de tête. Et puis, je sais très bien qu'aujourd'hui, j'ai mal à la tête parce que je suis fatiguée, mais demain, ça ira mieux. L'enfant, clairement, et encore plus le nouveau-né, il n'a pas toute cette notion-là qu'on a, nous, adultes. Donc, il y a une expérience de la douleur qui est encore plus, on va dire, entre guillemets, traumatisante et qui va pouvoir laisser des traces éventuellement et majorer ensuite des perceptions douloureuses. Donc, il est important de prendre en charge la douleur chez l'enfant, notamment à cause de ce contexte d'absence ou de mauvaise compréhension du phénomène douloureux. Donc globalement, on va avoir la même attitude que chez un adulte, mais évidemment adaptée à un enfant. On va d'abord se poser la question de l'évaluation de la douleur et finalement, est-ce que je suis face à un enfant qui peut comprendre et évaluer sa douleur ou au contraire, est-ce que je vais avoir besoin d'utiliser d'autres outils? Alors si effectivement l'enfant est en âge de comprendre et d'évaluer sa douleur, eh bien je vais pouvoir avoir recours à une auto-évaluation. Ça va être exactement les échelles qu'on vous a montrées ce matin, mais adaptées à l'enfant, je vais vous les montrer juste après. Et puis si jamais on est face à un enfant en bas âge qui ne sait pas parler ou qui ne sait pas compter encore, ou alors qu'on est, alors évidemment que dans un contexte de pratique libérale, un enfant intubé, ça va pas être le quotidien, mais un enfant handicapé, bref, une absence de possibilité de communication, et bien là, on va avoir recours à une hétéroévaluation, c'est-à-dire que c'est nous ou bien le parent ou les parents ou la structure d'accueil éventuellement s'il s'agit d'un patient handicapé, qui vont évaluer la présence de certains signes, à savoir des signes corporels, un comportement, des pleurs, etc., pour évaluer la présence ou non d'une douleur et évaluer éventuellement son intensité. Alors, les outils d'auto-évaluation, c'est ce dont on a parlé ce matin, mais avec une forme adaptée à l'enfant. Donc, vous avez à gauche le VA, vous voyez, alors qu'il y a une forme différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser chez l'adulte. Chez l'adulte, généralement, c'est des EVA qui sont horizontales. Ce triangle que vous voyez est généralement sur une ligne horizontale. Les enfants, généralement, comprennent mieux cette version verticale de l'EVA, mais c'est exactement le même principe.
pas mal du tout, très très mal en haut, et puis vous de votre côté, donc il place le curseur, et puis vous de votre côté, vous avez une échelle graduée de 0 à 100 ou de 0 à 10 qui vous permet d'avoir un chiffre et donc d'évaluer l'intensité douloureuse. Vous avez également des échelles des visages, comme l'échelle de Bierry qui est montrée ici. Vous allez demander à l'enfant de vous montrer le visage qui a mal comme lui. Donc ça, c'est des choses que vous trouvez très facilement sur Google. Vous tapez échelle des visages, vous en avez 50 qui sortent. Donc pareil, avec des visages plus ou moins, vous voyez, là on a vraiment des visages un peu humanisés, donc c'est plutôt pour des enfants un peu plus âgés. On va avoir des visages un peu en type smiley, on va dire, pour des enfants un peu plus jeunes. Et puis vous pouvez utiliser l'échelle numérique que vous voyez en bas. Si c'est un enfant qui sait compter, imagine que 0 c'est que t'as pas mal, 10 c'est la douleur maximale imaginable, bah voilà, tu vas me donner une note à ta douleur aujourd'hui, à quel point tu as mal. Donc là encore, il faut que l'enfant ait une bonne compréhension et puis soit en âge de savoir compter. Juste un exemple d'échelle qu'on va utiliser pour de l'hétéro-évaluation, quand on ne peut pas faire participer l'enfant à l'évaluation de sa douleur. Donc c'est une échelle parmi tant d'autres, c'est vraiment pour vous donner quelques signes à repérer pour évaluer la présence de la douleur, même si c'est des choses qu'on connaît. Alors on va regarder s'il y a des pleurs ou pas, évidemment. On va regarder le visage de l'enfant, est-ce qu'il sourit, au contraire, est-ce qu'il est très crispé, est-ce qu'il grimace, est-ce qu'il y a des plaintes verbales exprimées par l'enfant, quelle est la posture corporelle, notamment au niveau du torse, est-ce qu'il est complètement renfermé sur lui-même, recroquevillé, au contraire, est-ce qu'il est tout à fait avec une posture normale, est-ce qu'il se touche la zone douloureuse avec ses mains, et puis au niveau des jambes, est-ce qu'il est pareil que pour le torse, est-ce qu'il est complètement contracté, au contraire complètement relâché. Puis vous voyez, à chaque fois vous avez un chiffre, vous faites un score total, ça va vous permettre de savoir si oui ou non il y a une douleur, quelle est son intensité, puis ensuite on va retomber sur les paliers dont on a parlé. J'ai une intensité modérée, je vais donner plutôt un anti-inflammatoire non stéroïdien, ou alors là du paracétamol sera largement suffisant. Alors justement, quelles molécules on va pouvoir prescrire chez ces enfants? Alors le paracétamol, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va être très simple d'utilisation chez l'enfant, parce que vous avez énormément de formes galéniques qui existent, avec toutes les posologies possibles, du 100 mg, du 200, du 300, du 500, etc. Donc c'est assez simple de trouver une forme adaptée à la posologie que vous voulez. Donc en gros, chez l'enfant de moins de 40 kg, vous aurez une dose totale qui ne doit pas dépasser 80 mg par kilo par jour, pardon. Donc on est entre 60 et 80, vous arrondissez à peu près, vous faites le calcul pour les deux, puis vous trouvez la posologie la plus adaptée. Entre 41 et 50 kg, la dose totale ne doit pas excéder 3 grammes, et chez l'enfant chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, la dose totale ne doit pas excéder 4 grammes. En ce qui concerne les AINS, on a vu tout à l'heure, je ne vais pas vous remettre le tableau que vous a montré le docteur Davido, on a vu les différentes possibilités en fonction de l'âge d'utilisation, notamment de l'ibuprofène. On va avoir des formes galéniques qui sont adaptées, vous voyez, dès l'âge de 3 mois, 6 mois pour l'acide niflumique, et puis pour le déclofénac, ça va être chez l'enfant à partir de 17 kg. En ce qui concerne les opioïdes faibles, alors on reviendra tout à l'heure sur la dernière partie, quand moi je reviendrai vous parler des effets indésirables médicamenteux. On vous l'a déjà dit ce matin, la codéine est désormais contre-indiquée chez l'enfant de moins de 12 ans, formellement contre-indiquée. À partir de 12 ans, on pourra avoir recours à la codéine uniquement si on a eu un échec avec les autres antalgiques, donc c'est vraiment en dernier recours. On reviendra sur les raisons de tout ça juste après, en fin de journée. En ce qui concerne le tramadol, vous pouvez utiliser la forme pédiatrique des 3 ans. Et pour la morphine, il n'y a aucune contre-indication. Vous avez même, peut-être que vous connaissez ces systèmes de PCA, de Patient Control Analgesia, vous savez, où c'est l'espèce de pompe à morphine en fait, le patient qui s'auto-délivre une dose de morphine quand il sent que la douleur devient trop intense. Eh bien, c'est disponible chez l'enfant à partir de 6 ans, et il n'y a jamais eu aucun accident de rapporté. Donc l'enfant finalement est là aussi maître, on va dire, de la délivrance du médicament, et ce en toute sécurité. Si jamais vous avez un enfant qui arrive avec un muguet ou des choses comme ça, une candidose buccale, vous pouvez utiliser éventuellement des antifongiques. Alors globalement, on va plutôt avoir recours soit à du fluconazole, comme vous le voyez, chez le nourrisson et l'enfant, avec une posologie de 3 mg kg toutes les 24 heures. Ou alors de l'amphotericine B à 50 mg kg par 24 heures, sachant qu'il y a des formes pédiatriques, donc avec 1 ml pour 2 kg de poids corporel par 24 heures. Donc après, à vous de faire le calcul en fonction. Le kétoconazole, il n'y a pas de forme adaptée, l'itraconazole est déconseillé. Voilà pour l'enfant, donc globalement, on va faire très attention évidemment aux contre-indications ou pas, aux formes galéniques. Encore une fois, il faut vraiment faire attention aux formes galéniques, pas de forme solide en dessous de 6 ans. Pour en arriver à une autre étape de la vie qui est la grossesse, et qui est, c'est vrai, souvent source d'inquiétude à la fois pour nous et pour la femme enceinte qu'on va traiter.
Alors c'est pas pour rien que c'est source d'inquiétude ces médicaments, hein. On a déjà entendu parler de problèmes avec des médicaments chez la femme enceinte, avec ces fameux risques tératogènes. Alors pour exemple, je vous ai rappelé 2 choses qui ont un peu marqué, on va dire, l'histoire de la médecine à ce niveau-là. Tout d'abord la thalidomide dans les années 60, qui était. Alors ces 2 médicaments-là, c'est des médicaments qu'on a prescrits surtout chez les femmes enceintes, parce que le premier, la thalidomide, avait apparemment un effet antinauséeux. Donc l'idée, c'était de soulager la femme enceinte dans le premier trimestre de grossesse de ses nausées et vomissements matinaux. Et donc on a prescrit ça, et puis finalement on s'est rendu compte, vous voyez sur cette photo, que ça provoquait ce qu'on appelait des phocomélies. Donc c'est des enfants qui n'avaient pas de bras, donc avec des malformations, alors sans risque vital évidemment pour l'enfant, mais avec des malformations majeures comme vous le voyez. Donc on a estimé à peu près à 10 000 victimes les enfants atteints de ces troubles, de ces phocomélies ou de ces amélies. Et puis un autre médicament qu'on a donné, là encore, alors là c'est encore plus fourbe, hein, c'était des médicaments qu'on donnait à des femmes qui faisaient souvent des fausses couches et qui n'arrivaient pas à tomber enceintes. Donc on a trouvé un médicament, un espèce d'œstrogénique, à qui on a donné ça aux femmes enceintes en disant ça va préserver des fausses couches. Alors effectivement, ces femmes-là tombaient enceintes, gardaient leur enfant, arrivaient jusqu'à terme, c'était parfait. Sauf que quand elles étaient enceintes de filles, eh bien ces filles à la puberté développaient soit des cancers du vagin, soit des anomalies au niveau du col utérin. Donc vous voyez que c'est des choses qui peuvent parfois arriver à beaucoup plus long terme, qui vont être diagnostiquées un petit peu plus tard, hein, que malheureusement ces malformations de phocomélie. Mais vous voyez les conséquences que peuvent avoir effectivement les prescriptions chez la femme enceinte. Et c'est pas forcément des choses qui sont visibles tout de suite. Alors comme je vous le disais, c'est souvent une inquiétude pour nous et pour la patiente. Il faut toujours évaluer le rapport bénéfice-risque dans une prescription, quelle qu'elle soit, notamment chez la femme enceinte, mais de toute façon chez n'importe quel patient, pour la mère et pour l'enfant à naître, que ce soit un embryon ou un fœtus. Il faut garder une idée en tête, même si on n'a pas le pronostic vital de nos patients entre les mains. La règle, c'est que le bénéfice de la mère prendra toujours le dessus sur le bénéfice de l'enfant à naître. Parce que de manière un peu cynique, on se dit que si la mère meurt, finalement l'enfant va mourir, et puis alors que si l'enfant meurt, la mère pourra toujours tomber enceinte et faire un autre enfant. C'est très cynique comme manière de réfléchir. Il fallait bien trouver une règle. Donc c'est celle qui est retenue généralement par nos confrères médecins. On estime qu'environ 2 à 5% des enfants qui naissent sont atteints de malformations à la naissance. Alors ça peut être des choses très bénignes, comme ça peut être des choses beaucoup plus graves. Et 5% de ces malformations seraient d'origine médicamenteuse. Alors, vous avez sûrement appris une chose, c'est que globalement, il faut faire attention à la femme enceinte au premier trimestre, il faut y faire attention au dernier trimestre, et puis au deuxième trimestre, on peut faire ce qu'on veut, on est assez tranquille. C'est une façon un petit peu pratico-pratique de voir les choses. D'un point de vue médicamenteux, c'est pas tout à fait pareil. Si on regarde physiologiquement comment ça se passe une grossesse, alors c'est en moyenne 39 semaines, 41 semaines d'aménorrhée. Il y a une première phase qui est la phase préimplantatoire, où l'ovule va aller s'implanter, va avoir la nidation. Donc ça dure environ 2 semaines. Ensuite, vous avez une phase embryonnaire qui va aller jusqu'à la 8e semaine, et puis ensuite la phase fœtale, donc qui va représenter globalement les 2 derniers trimestres de la grossesse. Dans la phase préimplantatoire, il y a la loi du tout ou rien. Si vous prenez un médicament, s'il y a une agression quelconque sur l'ovule, on va dire, soit il arrive à se réparer et il n'y a aucune trace de cette agression plus tard, soit il n'arrive pas à se réparer, à ce moment-là il est complètement éliminé. Donc c'est vraiment la loi du tout ou rien. Donc globalement sur les 15 premiers jours, on survit et sans aucune conséquence, soit on est éliminé. Ensuite, la phase embryonnaire, c'est là où on va avoir le risque tératogène, parce que c'est là où on va avoir les grosses ébauches des organes principaux, donc que ça soit les organes externes ou les organes internes. Donc c'est là où finalement le risque médicamenteux tératogène est majoré, c'est dans cette période embryonnaire. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de risque avec d'autres périodes, notamment la période fœtale, mais c'est vrai que le risque de malformation, le risque tératogène de nos médicaments va être plus marqué, on va dire, dans cette période embryonnaire. Donc globalement, c'est vraiment au tout début, et ça va être une question aussi que vont vous poser vos patientes. Est-ce que vous pouvez me faire une radio alors que je suis enceinte de 8 mois de 8 mois, donc globalement, il n'y a aucun risque de malformation arrivé à ce stade-là, même s'il n'y a aucun risque de toute façon avant les 8 mois. Alors, comment on regarde si un médicament peut être utilisé ou pas chez la femme enceinte? Globalement, on va regarder les femmes qui ont été exposées, quelles ont été les conséquences. Alors, exposées soit dans des études, soit a posteriori, après la mise sur le marché du médicament. Et puis, on va regarder les résultats des données sur l'animal. Puis, en fonction des résultats, évidemment, on va décider. Alors, soit, vous voyez tout en haut,
le médicament est contre-indiqué ou déconseillé, soit l'utilisation est à éviter, est possible, est envisageable, etc. Donc avec toujours des nuances d'une catégorie à l'autre. Et donc on va voir au niveau maintenant, encore une fois, des antibiotiques, qu'est-ce qu'on peut utiliser chez la femme enceinte. Globalement, il y a peu de choses à prendre, enfin il y a peu de choses à retenir à ce niveau-là. Amoxicilline, toutes les études animales ont montré qu'il n'y avait aucun problème. Globalement, vous pouvez tout à fait utiliser de l'amoxicilline chez la femme enceinte sans arrière-pensée. Idem pour l'acide clavulanique. Le métronidazole, on nous dit qu'il peut être prescrit pendant la grossesse si besoin. En ce qui concerne la spiramycine, l'utilisation peut être envisagée si besoin. Et pour la clindamycine, c'est une mesure de précaution. Si on a besoin d'utiliser un macrolide ou un macrolide apparenté, eh bien, on préférera peut-être un autre macrolide plutôt que la clindamycine, pardon, qui est un lincosamide, mais qui est apparenté au macrolide. Donc, si vraiment on a besoin d'utiliser la clindamycine, c'est envisageable, mais par mesure de précaution, on préférera utiliser un autre antibiotique. Alors, juste pour vous dire que tout ça, vous le trouvez de manière simple et gratuite sur un site très intéressant qui s'appelle le CRAT, le Centre régional des agents tératogènes. Donc, vous tapez CRAT sur Google, vous avez donc ce site qui apparaît. C'est le centre de pharmacovigilance de l'hôpital Saint-Antoine, de l'hôpital Trousseau, pardon, qui collige, on va dire, tous les médicaments, s'ils sont utilisables ou pas, chez la femme enceinte et chez la femme qui allaite. Donc c'est assez simple. Le jour où vous voulez prescrire un médicament, si vous avez un doute, vous tapez le nom du médicament sur le site, vous avez la fiche du médicament qui arrive, et puis on vous dit chez la femme enceinte et chez la femme allaitante, s'il est possible de l'utiliser. Éventuellement, vous avez même de la bibliographie, enfin vous avez un lien qui vous rebascule sur PubMed avec les articles référencés, qui vous permet éventuellement d'approfondir le sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça vous permet de vous rassurer et de rassurer également la patiente, hein, parce que ça va être encore une fois une source d'inquiétude pour elle. Donc vous voyez que pour les antibiotiques, globalement, il n'y a rien de contre-indiqué. Éventuellement la clindamycine à laquelle on va faire attention, et si on peut prescrire autre chose, on préférera. En ce qui concerne les antalgiques, maintenant, le paracétamol, on va pas revenir dessus. Globalement, il n'y a pas pour l'instant de contre-indication. Les AINS, il faut les oublier clairement, hein, chez la femme enceinte. On reviendra encore une fois tout à l'heure là-dessus, mais vous avez à partir du 6e mois de grossesse clairement une contre-indication. En dessous du 6e mois de grossesse, c'est déconseillé, on suspecte que ça augmente le risque de fausse couche, de choses comme ça. Donc on préférera de toute façon utiliser autre chose en antalgie, hein, pour nous, qu'un AINS si jamais on a besoin de prescrire ce type de médicament chez une femme enceinte. En ce qui concerne les opioïdes, la codéine n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte, de même que le tramadol. Alors globalement, le risque, c'est un syndrome du sevrage à la naissance. C'est-à-dire que l'enfant a été un petit peu baigné dans toute cette morphine, etc., dans le liquide amniotique, il était très bien. Et puis quand il sort de maman, d'un coup, il est un peu en manque. Donc on a ce syndrome de sevrage qui peut se déclencher à la naissance. Donc forcément, le risque est majoré si on est proche du terme de la grossesse. Donc il faudra faire attention à ces prescriptions autour du 8e, 9e mois. Prendre contact avec le gynéco-obstétricien ou le généraliste, hein, pour avertir éventuellement de la prescription et qu'il y ait une surveillance éventuellement si l'accouchement arrive dans les jours qui suivent. Et puis la morphine, globalement, vous voyez à la fin, en conséquence, sous réserve de précaution, la morphine peut être prescrite si besoin. Donc, et puis finalement, à la limite, j'ai envie de dire, si vous avez une patiente qui a extrêmement mal, c'est peut-être mieux de lui donner un peu de morphine que de lui donner et du paracétamol et de la codéine ou du tramadol et je ne sais quoi et de l'acupan en plus parce que c'est pas suffisant les 2 ou 3 molécules que vous lui avez prescrites. Donc un petit peu de morphine, c'est finalement parfois beaucoup moins risqué, on va dire, que de faire des cocktails pas possibles avec 50 molécules différentes. En ce qui concerne les antifongiques, globalement, si vous donnez du fluconazole, normalement, c'est contre-indiqué. Donc, il est même recommandé de mettre les patientes sous contraception si on a besoin de donner un traitement par fluconazole, hein, chez une femme en âge de procréer, parce qu'il y a des risques tératogènes majeurs. Pour l'itraconazole, là encore, ça va vraiment être des prescriptions qui vont être réservées uniquement si le pronostic vital maternel est en jeu. Donc, encore une fois, c'est rarement des choses qu'on a à gérer nous. En ce qui concerne le kétaconazole, il est conseillé de ne pas l'utiliser chez la femme enceinte et l'amphotericine B uniquement si nécessaire. Donc globalement, il va nous rester l'amphotericine B si vraiment on a une candidose qui se développe chez une femme enceinte. En ce qui concerne les corticoïdes, globalement, il n'y a pas de contre-indication formelle. Encore une fois, on reviendra sur la même chose, hein, ce qu'on a dit ce matin et tout à l'heure, c'est qu'on évite les prescriptions de confort chez ces patients-là. Et si la prescription n'est pas nécessaire, on va l'oublier. Mais si on a absolument besoin de prescrire un corticoïde pour X raisons, eh bien, il n'y a aucun risque lié à cette prescription. On pourra tout à fait avoir recours à ces médicaments-là.
en ciblant des médicaments qui vont s'éliminer un petit peu plus rapidement, donc comme on l'a vu ce matin, hein, le Soluprède, le Cortencil, donc prednisone, prednisolone. La femme qui allait maintenant, alors celle-là, elle est un peu plus embêtante parce que la femme enceinte, elle vous le dit, ça se voit en plus généralement, enfin peut-être pas au début, mais à la fin en tout cas. La femme qui allait, bah, c'est pas marqué sur son visage et c'est franchement pas la chose qu'elle pense à vous dire au moment du questionnaire médical. On lui pose la question si elle est enceinte ou pas par précaution, mais c'est vrai qu'on pense pas à poser la question et puis c'est pas une chose que les patientes vont nous dire spontanément. Parfois, quand on leur fait une prescription, elles vous le disent, ah tiens, au fait, j'allaite mon enfant, est-ce que c'est grave? Mais c'est pas toujours des choses dont elles nous parlent. Pourtant, c'est important parce que globalement, la plupart des médicaments qu'on va prescrire vont passer dans le lait maternel. Alors, c'est pas grave en soi, mais il faut savoir que ça va diffuser très facilement dans le lait maternel. Et puis, donc, la concentration finale dans le lait maternel, elle va dépendre de plein de choses. Elle va dépendre du terrain de la patiente. Il va dépendre aussi beaucoup de facteurs liés aux médicaments. Sa pharmacocinétique, son poids moléculaire, est-ce que ça va être une petite molécule qui va diffuser très facilement, ou au contraire une énorme molécule qui a besoin de transporteurs, son taux de liaison aux protéines, etc., etc. Donc une première chose qu'on regarde pour voir si un médicament peut être utilisé chez une femme allaitante, c'est un ratio qui est le milk to plasma concentration, excusez-moi pour l'anglais. En gros, on va faire le ratio entre la concentration finale du médicament dans le lait maternel et la concentration dans la circulation plasmatique. Et on considère que, de manière très empirique, hein, il n'y a jamais eu de preuve de quoi que ce soit, qu'à partir du moment où le ratio est inférieur ou égal à 1, on est dans quelque chose qui n'est pas trop grave. Voilà, donc ça reste des choses très empiriques, mais ça montre la concentration, ça n'a aucun impact, on va dire, sur l'effet. Un médicament très légèrement dosé qui est très toxique va être finalement beaucoup plus dangereux qu'un médicament qui a un dosage, une concentration très importante alors qu'il n'a aucune toxicité. Donc pour, on va dire, affiner un petit peu les choses, il y a d'autres choses qui sont mesurées, notamment l'estimation de la dose ingérée par le nourrisson. Très simplement, en fait, on va comparer la dose finale ingérée par l'enfant, donc on va regarder la concentration dans le lait, on va regarder la quantité de lait ingéré par l'enfant, et puis on va comparer ça à la dose qu'on lui aurait donnée du même médicament si on avait eu besoin de lui prescrire. Type amoxicilline, par exemple, s'il avait eu une infection, qu'est-ce qu'on lui aurait proposé comme posologie? Donc si c'est un enfant de moins de 30 mois, logiquement, si c'est un nourrisson, il aura moins de 30 mois, évidemment. Donc on va être entre 50 et 100 mg kilo, on va calculer par rapport au poids, et puis on va voir si ce qu'il a ingéré dans le lait, ou ce qu'il peut ingérer dans le lait, finalement, va être supérieur ou pas. Et on va considérer qu'à partir du moment où on est inférieur à ça, on est sur quelque chose qui est assez sécurisant. Donc là encore, de toute façon, quand on va prescrire un médicament chez une femme qui allaite, on va évaluer le bénéfice-risque, évidemment. On va éventuellement discuter avec la mère d'un arrêt éventuellement temporaire, voire définitif de l'allaitement. Alors, il n'est pas question de dire à la femme enceinte, enfin à la femme qui allaite, vous arrêtez d'allaiter votre enfant, mais vous allez discuter avec elle. Voilà, vous avez mal, vous avez une infection, vous avez ceci, vous avez cela. Je ne peux vous prescrire que ça, ou en tout cas, vous voyez, ce médicament-là n'a pas été efficace. J'ai besoin de passer à autre chose maintenant, de vous prescrire ça. Est-ce qu'il est envisageable éventuellement que vous arrêtiez l'allaitement de manière temporaire, le temps du traitement, voire peut-être définitif, si l'enfant a déjà plusieurs mois. Et puis encore une fois, éviter évidemment les prescriptions de confort. Si jamais on traite quand même la patiente avec un médicament, peu importe lequel finalement, même s'il n'est pas contre-indiqué chez la femme allaitante, eh bien on va quand même recommander à la mère de prendre le médicament juste après la tétée, parce que c'est là finalement on va avoir la concentration la plus importante, et puis ensuite le médicament va être un petit peu éliminé, et donc à la prochaine tétée finalement on aura une concentration moindre du médicament, donc une exposition moindre du nourrisson. Et puis, comme je vous le disais, on peut essayer d'arrêter temporairement. Donc, on va remplacer l'allaitement maternel par des biberons. Et puis, on va continuer à activer quand même la sécrétion en parallèle, hein, par notamment des pompes, hein, des tire-laits, pour que la mère, une fois qu'elle veut reprendre son allaitement, ça soit envisageable. Donc si on refait encore un petit peu le bilan de ces médicaments, de ce qu'on peut utiliser ou pas chez une femme qui allaite, le paracétamol aux doses thérapeutiques, pas de problème. Les AINS, il est possible d'avoir recours donc à l'ibuprofène, kétoprofène, diclofénac, donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème particulier avec les AINS chez la femme allaitante. La codéine, par contre, est formellement contre-indiquée chez une femme qui allaite. Là encore, on reviendra dessus sur les effets indésirables. En dehors d'une prise ponctuelle, mais globalement, une prise ponctuelle n'aura aucun intérêt pour nous. Sur un traitement, même si c'est sur du 2 ou 3 jours, il est formellement et strictement contre-indiqué d'utiliser la codéine chez la femme allaitante.
Pour la suite des antalgiques, donc pour le tramadol, c'est pareil, hein, on oublie le tramadol chez la femme allaitante, et la morphine à dose unique apparaît sans risque pour le nouveau-né. Par contre, hein, si on a besoin d'avoir un traitement un peu plus au long cours, eh bien à ce moment-là, l'allaitement là encore sera contre-indiqué, donc on décidera de passer à un autre médicament ou les alternatives dont je vous ai parlé, de suspendre temporairement l'allaitement éventuellement. Pour les antibiotiques, alors là, il y a un petit peu plus de contre-indications. L'amoxicilline, on est tranquille, pas de souci. L'acide clavulanique, on est pareil. On peut tout à fait prescrire, en gros, du Clamoxyl ou de l'Augmentin chez une femme enceinte, chez une femme allaitante, pardon. En ce qui concerne le métronidazole, il va évidemment passer dans le lait. Comme beaucoup de médicaments, on va éviter son administration pendant l'allaitement. Donc là encore, on va conseiller à la femme, par exemple, de suspendre l'allaitement, en tout cas temporairement. Pour la spiramycine, il est déconseillé également pendant l'allaitement. Et pour la clindamycine, là encore, on va contre-indiquer son usage pendant l'allaitement. Donc vous voyez que finalement, c'est plus chez la femme allaitante qu'on a des soucis de prescription que chez la femme enceinte. Alors que finalement, on se préoccupe, et finalement à juste titre, hein, évidemment, on se préoccupe un petit peu plus de la femme enceinte que de la femme allaitante. Pour les antifongiques, le fluconazole est contre-indiqué, le litraconazole également, et le kétoconazole est contre-indiqué par mesure de prudence, parce qu'il y a eu des rares effets indésirables graves qui ont été décrits, et on n'a pas d'informations spécifiques, on va dire, pour l'amphotericine B. Pour les corticoïdes, globalement, on va là encore de manière chronique éviter l'utilisation du médicament. On va être sur de la cure courte, donc il n'y a pas de contre-indication formelle et on va privilégier les mêmes molécules que précédemment, à savoir prednisone ou prednisolone. Dernier terrain physiologique particulier auquel il va falloir faire attention, c'est le sujet âgé. Alors, la définition OMS, c'est une personne âgée de plus de 65 ans, même si ça paraît un petit peu loin de la réalité des choses, on va dire, parce que finalement, des gens de 65 ans, on en côtoie tous les jours, et pour nous, c'est pas vraiment des personnes âgées, mais bref. D'un point de vue médical, on va dire, on les considère comme étant des personnes âgées à partir de cet âge-là, pour des raisons un peu, on va dire, médicales, hein, parce qu'il va y avoir des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, en termes de métabolisme, d'élimination du médicament, de distribution, on va revenir assez rapidement par la suite là-dessus. Pardon. Il faut savoir par contre qu'effectivement, la fréquence et la gravité des effets indésirables médicamenteux chez ces gens-là augmentent. On a une fréquence d'effets indésirables médicamenteux qui est multipliée par 2 chez les personnes de plus de 65 ans. Alors pour une raison très simple déjà, c'est qu'ils représentent en France 16% de la population, mais ils représentent aussi 39% de la consommation médicamenteuse. Donc c'est des gens qui sont généralement polymédiqués. Plus vous prenez le médicament, plus vous avez de risques de faire des effets indésirables médicamenteux, ça paraît évident. Alors il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que la polymédication, il y a d'autres choses aussi qui vont faire qu'on va pouvoir peut-être avoir un peu plus d'accidents médicamenteux chez ces gens-là. Déjà des conséquences, enfin des altérations de la physiologie qui vont avoir des conséquences directes sur le médicament, donc peut-être une atteinte rénale, peut-être une atteinte hépatique, une diminution de la motilité gastro-intestinale, des choses comme ça. On va aussi avoir parfois une altération de la compréhension, une baisse de l'acuité visuelle, des gestes, des choses comme ça qui vont parfois compliquer un peu la prise de médicaments. L'isolement et la dépendance aussi vont favoriser les accidents médicamenteux. La personne âgée qui est seule et qui va confondre certains médicaments, qui va doubler ses prises alors que finalement le médicament elle vient juste de le prendre, etc. S'il y a personne à côté d'elle pour vérifier, entre guillemets, encore une fois, ces prises médicamenteuses, eh bien, on favorise la survenue de ces accidents médicamenteux. Alors après, il y a d'autres choses, hein, il y a aussi notre responsabilité, des prescriptions inadaptées, parfois une automédication aussi inappropriée, on en a parlé de l'automédication, il faut y faire très attention. On n'informe parfois pas suffisamment le patient ou l'entourage du patient, donc ça, il faut y faire très attention, c'est un des meilleurs moyens finalement d'éviter les accidents médicamenteux. Et puis c'est comme pour la femme enceinte, c'est comme pour l'enfant, c'est comme pour beaucoup de catégories de patients, c'est des médicaments qui ne sont pas évalués chez ces patients-là. Donc on extrapole, on suppose, on vérifie après, etc. Mais on n'a pas de test vraiment rigoureux sur l'utilisation de certains médicaments dans ces populations-là particulières. Et donc parfois on peut se rendre compte d'intolérance ou
de toxicité de médicaments en fonction de ce terrain physiologique. Donc l'absorption, elle va être altérée notamment parce qu'on va avoir une évacuation gastrique qui est ralentie, donc on va avoir un délai d'absorption qui va être un peu plus long. Le pH au niveau gastro-intestinal est augmenté, donc il est moins acide, ce qui veut dire que le médicament va moins bien se dégrader. Bref, il y a plein de choses, la fibrose pulmonaire, le débit sanguin qui est ralenti, qui vont perturber l'absorption du médicament. Là encore, les compartiments vont être modifiés. Je vous disais que l'enfant, plus il grandissait, plus il avait une masse graisseuse qui augmentait. Et ça continue. Vous voyez, à 75 ans, elle représente 30% du corps, alors qu'elle représente 15% uniquement quand on a 15 ans. On va avoir aussi une diminution des liquides au niveau intracellulaire, donc une moins bonne distribution des molécules hydrophiles. Une altération de la fonction rénale. Donc on revient tout à l'heure à ce dont on vous parlait sur l'insuffisance rénale, où on va calculer l'insuffisance rénale ou pas d'un patient avec la clairance en créatinine. Donc vous voyez, c'est une formule un peu compliquée. On va multiplier en fonction de l'âge, du poids, des choses comme ça. Avec une formule différente en fonction de si c'est un homme ou une femme. Et puis ça va nous donner un chiffre. Et en fonction de ce chiffre, eh bien, on va savoir si le patient il est insuffisant rénal ou pas, et si c'est une insuffisance sévère, modérée, etc. On va revenir là-dessus également juste après. Ça va nous permettre d'évaluer ou pas la présence d'une insuffisance rénale et éventuellement d'adapter les posologies en fonction du médicament qu'on veut prescrire. Là encore, des règles basico-basiques, mais vraiment qui sont importantes à retenir et à appliquer de manière systématique à tous les patients et notamment à nos patients âgés. On va éviter, encore une fois, les simples prescriptions de confort. On va limiter la durée des prescriptions. Avoir recours à la forme galénique à laquelle le patient est habitué. Globalement, s'il aime bien les comprimés effervescents, ne le forcez pas à bouffer des gélules, il ne les prendra pas. Donc, continuez sur le comprimé effervescent, c'est pas grave. Voilà, vous le marquez sur l'ordonnance, ça vous soulagera d'un problème. On va rédiger en détail l'ordonnance et l'expliquer aux patients. C'est encore une fois, c'est vraiment des choses qui sont valables pour tout le monde, mais encore plus dans ces populations à risque. Il est important qu'il ait une trace écrite quand il rentre chez lui. Parce que entre le médicament que vous lui avez dit de commencer tout de suite, celui que vous lui avez dit de commencer la veille, celui que vous lui avez dit de commencer 3 jours après, il va se mélanger les pinceaux. Il sait plus si c'est celui-là qu'il doit prendre une fois toutes les 6 heures ou au contraire il doit le prendre 3 fois par jour ou 2 fois par jour ou que le matin ou le soir, etc. Donc écrivez tout bien noir sur blanc. Parce que vous lui donnez énormément d'informations et quand il va rentrer chez lui, il va être un petit peu perdu. En plus de tous les médicaments autres qu'il a à prendre, il faut vraiment qu'il ait une trace écrite de tout ça. Et puis informer évidemment à propos des éventuels effets indésirables. Ce médicament-là, vous l'avez jamais pris, faites attention, ça peut éventuellement faire tourner la tête, ça peut éventuellement rendre un peu nauséeux, ça peut faire ci, ça peut faire ça. On en revient à l'information du patient où globalement, quand mettez-vous à la place du patient, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Si on vous donne un médicament et qu'on vous dit pas que ça peut vous faire vomir, triper, boyau, c'est un peu inquiétant. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Si on vous a prévenu, vous savez que c'est le médicament, ça reste toujours aussi désagréable, mais au moins vous savez pourquoi ça vous arrive et vous savez que vous allez arrêter le médicament et peut-être recontacter votre médecin pour avoir une autre prescription. Donc on va refaire à nouveau des tableaux en fonction des prescriptions. Donc des fois on a des libellés spécifiques pour le sujet âgé, des fois on n'a rien. Donc je vous ai mis quand même s'il y avait une insuffisance rénale. Donc l'amoxicilline, si la clairance est supérieure à 30, pas d'adaptation de la posologie. Entre 10 et 30, on va faire des demi-doses toutes les 12 heures, parce qu'on a une élimination qui est ralentie. Donc il va falloir espacer les prises et diminuer les doses. Et si on est inférieur à 10, donc en insuffisance rénale terminale, à ce moment-là, c'est des demi-doses toutes les 24 heures. L'acide clavulanique qui se calque sur l'amoxicilline comme d'habitude. Le métronidazole, pas de contre-indication particulière. La spiramycine, si le sujet est insuffisant rénal, ce qui n'est pas systématique chez la personne âgée mais assez fréquent. Pas d'ajustement de posologie et pas de contre-indication pour la clindamycine. En ce qui concerne les antalgiques, le paracétamol, il va être adapté en fonction de la clairance en créatinine, donc surtout si on a une clairance très basse, vous voyez, sur une insuffisance rénale terminale. Et pour les AINS, on nous dit que l'âge ne modifiant pas la cinétique de l'ibuprofène, la posologie ne devrait pas avoir à être modifiée en fonction de ce paramètre, donc il n'y a pas besoin de sous-doser ou de surdoser un patient parce qu'il est plus âgé qu'un autre. Par contre, c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Pour la codéine, chez le sujet âgé, on nous conseille de diminuer la posologie initiale de moitié par rapport à la posologie recommandée et éventuellement de la réaugmenter si on voit qu'il y a une bonne tolérance et qu'il n'y a pas d'effet indésirable et éventuellement que le patient n'est pas suffisamment soulagé de sa douleur.
Pour le tramadol, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir de 75 ans, il est recommandé d'augmenter les intervalles de prise. On va passer à une prise toutes les 9 heures. S'il y a une insuffisance hépatique associée, on va réduire la dose unitaire et augmenter l'intervalle de prise. Et s'il y a une insuffisance rénale, là encore, on va devoir adapter les posologies. Pour les antifongiques, qui sont des médicaments qu'on va, c'est vrai, prescrire un peu plus souvent chez les personnes plus âgées que chez le patient jeune, on nous dit que pour le fluconazole, il faudra avoir une prescription prudente, que la posologie devra être ajustée en fonction de la clairance en créatinine, donc ça va dépendre d'une présence ou pas d'insuffisance rénale, et que s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, à ce moment-là, on peut tout à fait utiliser la posologie habituelle qui est recommandée chez l'adulte. Pour l'itraconazole, on a assez peu de données cliniques chez le sujet âgé. On ne n'utilisera ce médicament que s'il y a un bénéfice attendu de celui-ci par rapport à un autre. Et puis, pareil que pour le reste, pour les corticoïdes, globalement, on peut utiliser ces médicaments chez la personne âgée sans aucun problème, en faisant attention, évidemment, aux éventuelles contre-indications et aux pathologies déjà peut-être présentes, à ne pas suractiver ou réactiver ou décompenser une pathologie déjà existante. Une dernière partie maintenant sur des terrains pathologiques, on en a parlé là encore aussi avec le docteur Davido, notamment sur l'insuffisance hépatique et rénale. Je ne vais pas vous faire un cours sur le rein et le foie, je vous rassure tout de suite, mais c'est juste avoir quelques notions importantes pour comprendre comment on adapte la posologie de certains médicaments. Et encore une fois, c'est des choses que vous trouvez assez facilement en accès libre sur le Vidal ou des choses comme ça. Donc après, les chiffres précis, vous les avez assez facilement, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu les problématiques. En ce qui concerne ces grandes insuffisances d'organes, en France, on a à peu près 3 millions de patients qui sont atteints d'une maladie rénale, avec 36 000 personnes dialysées et 31 000 greffées. Alors ça, c'est des chiffres de 2009, mais globalement, on est sur des chiffres à peu près constants depuis. En ce qui concerne l'insuffisance hépatique, on a 700 000 cas de cirrhose en France, dont 30% à un stade sévère, donc avec là une utilisation très précautionneuse des médicaments, parce que vous savez que beaucoup de médicaments vont être métabolisés par le foie. Et la cirrhose, ça représente entre 10 et 15 000 décès par an en France. Donc, en ce qui concerne le rein, vous savez que le rein, c'est un peu le nettoyeur de l'organisme et du sang. En gros, vous allez avoir 3 grandes fonctions rénales. On va épurer le sang de manière un peu vulgaire. On va éliminer un peu tous les déchets qui sont contenus dans le sang. On va pouvoir réguler également avec les reins la concentration de certains sels minéraux, de la concentration d'eau, etc. C'est pour ça que les patients ont tendance à faire de la rétention et on va les mettre en régime hyposodé quand ils vont avoir des problèmes rénaux. Et puis, ça va produire aussi des protéines, notamment le PO, qui va être un facteur de croissance des globules rouges. La chose importante, même si tout le reste est important, la chose importante pour évaluer la fonction rénale, finalement, on va regarder un petit peu le taux de créatinine dans le sang. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est la clairance en créatinine. On va sur une prise de sang mesurer le taux de créatinine, et puis avec un calcul savant dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va réussir à calculer ce qu'on appelle la DFG, donc le débit de filtration glomérulaire. En gros, c'est combien de millilitres de sang mon rein arrive à nettoyer par minute. Donc forcément, plus ce chiffre est élevé, mieux le rein se porte. Plus le chiffre est bas, plus le rein est en mauvaise santé. Donc si je suis au-dessus de 90, je peux éventuellement avoir une maladie rénale chronique, mais avec finalement des chiffres normaux, voire augmentés. Si je suis entre 60 et 89, on dit qu'on est au niveau d'un stade 2. Là, on est avec donc une maladie rénale chronique éventuellement, mais une DFG légèrement diminuée. Et puis, on va commencer à tomber dans de l'insuffisance rénale quand on est entre 30 et 45, c'est de l'insuffisance rénale modérée. Entre 15 et 29, ça va être sévère. Et en dessous de 15, c'est terminal. Il faut savoir qu'on parle d'insuffisance terminale aussi quand le patient est dialysé. Peu importe sa clairance en créatinine, à partir du moment où il est dialysé, il est en stade 5. Et en fonction de tout ça, on va adapter la posologie. Donc ça, c'est assez simple. Il y a un chiffre à regarder, il y a un calcul à faire. Globalement, le laboratoire, il mesure le taux de créate dans le sang. Il vous fait le calcul, donc vous avez le chiffre de la DFG. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très récent. La DFG, elle bouge pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si vous avez des analyses qui ont plusieurs semaines, il n'y a pas besoin de les refaire. Donc, si on a un patient en stade 1 ou 2, donc globalement avec une maladie rénale, mais sans vraiment altération de la fonction rénale en soi, vous voyez qu'on peut utiliser le paracétamol. Il va déjà falloir faire attention aux AINS. Ils sont assez néphrotoxiques, ces médicaments-là. Il va falloir y faire très attention. Le néfopan, l'acupan dont vous a parlé le docteur Davido, celui qui s'utilise en ampoule sur un morceau de sucre, eh bien vous pouvez l'utiliser, de même que la codéine ou le tramadol.
Quand on commence à arriver à un stade 3, donc avec une insuffisance rénale modérée, on peut utiliser tous les antalgiques sauf les AINS. En stade 4, c'est pareil, sauf que l'interprise du tramadol sera augmentée de 12 heures. Et puis en stade 5, vous voyez que pour le paracétamol, donc insuffisance rénale terminale, pour le paracétamol, on va faire des interprises de 8 heures, donc pas d'AINS, pas de néfopan non plus, pas de tramadol, et pour la codéine, on va espacer les prises de 8 heures. En ce qui concerne les antibiotiques, globalement, spiramycine, métronidazole, clindamycine, aucun ajustement nécessaire. Vous pouvez tout à fait prescrire ce médicament-là sans aucun problème. En stade 1 à 3, donc jusqu'à de l'insuffisance rénale modérée, amoxicilline, azithromycine, clarithromycine, amox, acide clavulanique, aucun problème non plus. Et vous voyez qu'on a des contre-indications à l'azithromycine, le Zitromax, vous savez, celui qu'on prescrit pendant 3 jours le matin. L'azithromycine va être contre-indiqué en stade 4 et 5. De même que l'augmentin en stade 5, donc en insuffisance rénale terminale. Et puis pour la clarithromycine, par exemple, le Zeclar, eh bien on va diminuer les posologies par 2 si on est en insuffisance rénale sévère ou terminale. En ce qui concerne le foie, alors le foie c'est pareil, beaucoup de fonctions, ça va être un lieu de stockage, notamment des glucides. On va stocker un peu le sucre, c'est une source d'énergie en fait au niveau du foie. On va synthétiser, dégrader pas mal de protéines, on va synthétiser notamment les facteurs de la coagulation. On le sait tous, les patients qui vont avoir une insuffisance hépatique ont un risque de saignement majoré. On va avoir la synthèse et la dégradation aussi de certains lipides. Et puis, bien sûr, le métabolisme des médicaments, comme je vous le disais, soit pour les rendre actifs, comme la codéine par exemple, il faut qu'elle passe par le foie pour être transformée, pour être active, on reviendra là-dessus tout à l'heure, soit pour pouvoir les éliminer, comme par exemple le paracétamol. Le paracétamol, c'est uniquement le métabolite qui pourra être éliminé. Comme ça a énormément de fonctions, il n'y a pas, contrairement au rein, il n'y a pas un marqueur en fait qui va nous donner l'état de santé, on va dire, de notre foie. Et donc il y a plusieurs critères qu'il va falloir prendre en compte. Alors il y a différentes classifications. Je vous en ai mis une juste pour que vous ayez en tête une classification qui est très largement utilisée par nos collègues gastro-entérologues, qui est la classification de Child-Pugh, où en fait on va faire un score, encore une fois, on va regarder la présence de différents signes et différents marqueurs biologiques. Alors vous voyez, sur la ligne 1, il y a une encéphalopathie. Est-ce qu'il y a une encéphalopathie? Oui, non. Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est sévère? Donc on va donner 1, 2 ou 3 points en fonction. Est-ce qu'il y a de l'acide? Vous savez, ces patients qui ont un ventre au bord d'exploser, là, avec une accumulation de liquide. Pareil, est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est sévère? On va regarder le taux de bilirubine, ce qui donne la coloration jaune au tégument. C'est pour ça que les patients vont avoir une peau jaune et parfois des yeux très jaunes et des muqueuses même très jaunes, parce que la bilirubine est stockée à ce niveau-là, au niveau cutané notamment, et des muqueuses. Le taux d'albumine et puis le taux de prothrombine. Et puis en fonction de tous ces résultats, vous voyez, on calcule un score, donc en fonction de la colonne, 1, 2 ou 3 points. Et puis comme vous le voyez en bas, classe A, on a 5 à 6 points, donc en gros on est sur une insuffisance hépatique légère. En classe B, entre 7 et 9 points, on va avoir une insuffisance hépatique modérée. Et puis en classe C, vous avez une insuffisance hépatique sévère, voire terminale. Donc généralement, on considère qu'elle est, entre guillemets, décompensée quand on est en classe C, même si c'est pas forcément quelque chose de linéaire. Ça, vous n'allez pas le faire vous-même. On est bien d'accord, vous n'avez pas diagnostiqué l'acide et l'encéphalopathie de votre patient. Donc il faut évidemment avoir un contact avec le médecin traitant. Il faut savoir aussi que les patients sont assez bien éduqués généralement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont en vente libre, notamment le Doliprane, les AINS, etc. Donc très souvent, ils ont une éducation thérapeutique où on va leur dire attention, si demain vous avez mal à la tête, vous n'avez pas le droit de prendre du Doliprane, vous n'avez pas le droit de prendre du Dafalgan, vous n'avez pas le droit de prendre ci, vous n'avez pas le droit de prendre ça. Donc un moyen très simple de savoir si oui ou non le médicament peut être prescrit au patient, c'est déjà de lui demander si le médecin lui a dit un jour qu'il fallait absolument pas prendre ça. Donc vous verrez ce qu'il vous répond, si vous dit oui, non, ou je sais pas, je me souviens plus. À ce moment-là, de toute façon, vous contacterez le médecin traitant. Mais si vous vous amusez à calculer les Child-Pugh de vos patients, eh bien, vous voyez sur la deuxième colonne de cirrhose, donc en gros, si on est en compensé, pardon, ça veut dire qu'on est en stade A ou B, on peut prescrire du paracétamol, de la codéine, du néfopan et du tramadol. Si on est sur une cirrhose, toujours si elle est compensée, même si on est dans un stade faible, on va dire, on ne peut pas, on va éviter en tout cas les AINS qui seront formellement contre-indiqués sur une cirrhose décompensée, donc dans un stade sévère. De même que le paracétamol, la codéine, le néfopan et le tramadol étant pour E3 possibles, quel que soit le stade de la cirrhose. Si on est avec un patient avec une hépatite aiguë, ce qui est quand même assez rare à traiter, heureusement,
Vous voyez qu'il y a pas mal de médicaments qui sont contre-indiqués. Il nous reste le Néfopan. L'Acupan, c'est très pratique hein, pour les patients qui ont des problèmes hépatiques. C'est assez simple. Généralement, vous êtes assez tranquille. Ça passe pas vraiment par le foie, donc on peut se permettre de le prescrire quand on a un doute. C'est un bon antalgique et qui, en plus, vous voyez, sur ces terrains-là particuliers, présente beaucoup d'intérêt. Puis vous voyez que le tramadol, il est envisageable quand on a une hépatite aiguë sans insuffisance hépatique associée, mais avec une réduction des prises et en plus un espacement des prises, donc un traitement un peu parfois compliqué à mettre en place. Pour les antibiotiques, l'amoxicilline, globalement, on peut y aller tranquillement, quel que soit le stade de la cirrhose, de l'insuffisance hépatique. L'azithromycine, la clarithromycine peuvent être prescrites chez le patient qui a une insuffisance légère. Par contre, ça sera contre-indiqué si l'insuffisance est légère, modérée à sévère, pardon. La spiramycine peut être prescrite comme le métronidazole. En ce qui concerne la clindamycine, il faut savoir que la clindamycine, un des effets indésirables de la clindamycine, c'est d'augmenter le passage des enzymes hépatiques dans le sang. Donc c'est vrai qu'on a observé chez des patients totalement sains, sans aucun antécédent, notamment hépatique, une élévation des enzymes hépatiques dans la circulation. Donc on part du principe que c'est pas forcément la meilleure des molécules à prescrire chez un patient qui a déjà un trouble hépatique. Donc c'est envisageable éventuellement, mais il faut savoir que ce risque-là est majoré chez le patient insuffisant hépatique. Et globalement, en ce qui concerne l'amoxicilline, acide clavulanique, on sait qu'il y a des risques de cholestase, donc de troubles hépatiques chez des patients qui vont avoir un traitement au-delà de 10 jours, ce qui normalement est pas nos durées de traitement à nous, mais ça peut arriver parfois dans certaines situations et certaines indications. Donc en gros, on nous dit qu'il faudra utiliser avec précaution cette association sans forcément nous spécifier des calculs ou des réductions de posologie précises. Donc en conclusion de tout ça, vraiment des règles très simples, très basiques, mais qu'il va falloir respecter évidemment pour tous les patients et encore plus pour tous ces patients-là que je vous ai montrés. Ne prescrire que si c'est absolument nécessaire. Ne prescrire le moins possible de médicaments, évidemment, avec des posologies adaptées, en fonction notamment de l'insuffisance rénale ou hépatique si elles sont présentes. De préférence des médicaments éprouvés, ceux avec lesquels on a le plus de recul. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de l'ibuprofène parmi les INS. Il vous a expliqué, le docteur Davido, que globalement, en termes d'efficacité antalgique, ça jouait pas sur grand-chose et qu'on arrivait à avoir des effets antalgiques à peu près équivalents d'un INS à un autre. Mais l'ibuprofène, ça reste un médicament qui est un peu plus ancien, on va dire, sur le marché, qui a été très étudié. C'est pour ça que généralement on vous parle d'ibuprofène. Non pas que les autres soient pas bons, mais c'est juste que comme on a un peu plus de recul, on a un peu plus de sécurité à utiliser celui-ci qu'un autre. Expliquer l'ordonnance aux patients, encore une fois, réévaluer régulièrement la pertinence de ces prescriptions. Alors là, vous êtes là aujourd'hui, donc vous allez sortir d'ici en étant au taquet sur tout ce qui est autorisé, recommandé, contre-indiqué, etc. Mais c'est important de se remettre à jour un petit peu régulièrement, parce que c'est vrai que les choses changent d'une recommandation à l'autre, de nouveaux médicaments arrivent, d'autres disparaissent du marché. Donc il est important de se mettre à jour là-dessus. Donc comme je vous le disais, s'informer et se former continuellement et vraiment garder votre esprit critique face aux pressions marketing. Le visiteur médical qui vient en vous expliquant que sa formulation à lui, elle est vachement mieux que les autres parce qu'elle est plus efficace, elle est plus mieux, elle est plus je sais pas quoi. Il faut y faire très attention. Parce que forcément on prêche toujours pour sa paroisse, donc faites très attention à tout ça. Et une dernière chose, avec des sites utiles que vous pouvez consulter, donc le site de la HAS notamment, où vous pourrez trouver les recommandations sur la prise en charge de la douleur post-opératoire en chirurgie orale. C'est des recommandations qui ont été faites en 2005. L'Agence nationale du médicament, qui est le nouveau nom de l'AFSAPS. Donc globalement, si vous cherchez AFSAPS, vous retomberez sur la NSM, mais vous avez là encore les recommandations, notamment sur les antibiotiques. La Société française d'anesthésie-réanimation qui a fait pas mal de recommandations, notamment sur les antalgiques, sur la prise en charge des patients algiques, et notamment chez l'enfant aussi, mais également sur la prise en charge antalgique chez l'insuffisant rénal, chez l'insuffisant hépatique. Donc c'est des choses aussi que vous pouvez consulter. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure pour la femme enceinte ou allaitante, le Centre régional des agents tératogènes, et puis le site de la Société française de chirurgie orale qui a publié certaines recommandations, l'utilisation des vasoconstricteurs, l'utilisation des AINS ou des AIS chez l'adulte, et puis également qui a réactualisé, ça me permet de faire la transition pour la présentation juste après, qui a réactualisé très récemment la prise en charge, donc les recommandations sur la prise en charge des patients sous antithrombotiques.
Vous savez qu'avant, on avait des recommandations pour les AVK, on avait des recommandations pour les antiagrégants plaquettaires. Maintenant, ils ont tout regroupé, ils ont fait des recommandations communes avec notamment ces nouveaux anticoagulants que je pense que vous avez déjà vu passer sur les ordonnances de vos patients, le Pradaxa, le Xarelto, qui sont là encore source d'inquiétude pour nous parce que on ne sait pas évaluer le risque hémorragique de ces patients. Donc le docteur Guyon va vous montrer comment il faut prendre en charge ces patients-là. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on renvoie à l'hôpital? Est-ce qu'on peut le faire à l'hôpital? Est-ce qu'on peut le faire au cabinet? Est-ce qu'il faut que je fasse faire une prise de sang? Quand? Comment? Laquelle? Etc. Donc vous allez voir que tout ça a été réactualisé il y a très peu de temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci Vanessa pour cette présentation. Donc la première question qui est revenue plusieurs fois, c'est: une femme enceinte est-elle considérée comme immunodéprimée? Non. Autre question. Non, elle n'est pas immunodéprimée, cette pauvre femme enceinte. Elle n'est pas malade, hein. C'est bien d'être enceinte. Ça fait des bébés après. Non, on n'est pas immunodéprimé en étant enceinte. Alors après, on peut avoir des choses qui se développent, notamment un diabète gestationnel. Donc ça, il faudra y faire attention, d'accord, avec une prise en charge adaptée, évidemment, en fonction du diabète. Mais non, il n'y a pas de précaution particulière, on va dire, en fonction de la grossesse. On a tendance à dire, c'est vrai, comme je vous le disais en tout début, qu'on peut faire ce qu'on veut au deuxième trimestre et qu'en gros, on laisse les urgences pour le premier trimestre et le dernier trimestre de la grossesse. C'est vrai et c'est faux, hein. Rien n'est contre-indiqué du premier au dernier jour de la grossesse. Il n'y a pas besoin de couvrir avec des antibiotiques, si c'est ça la question, parce que la patiente est enceinte. Clairement, c'est pas. Et au contraire, il faut pas surmédicamenter ces femmes-là. Donc voilà, pas de précaution spéciale, on va dire, en fonction de tout ça. Alors, on a une seconde question intéressante. Que prescrire à une femme enceinte ou allaitante allergique aux pénicillines? Alors, enceinte, on est tranquille, vous avez vu, hein, on peut aller sur plein d'autres médicaments qui sont envisageables. Donc, si on reprend... On peut enlever la... Oui. Peut-on enlever la question de l'écran? Voilà. Merci. Hop. Alors, on va refaire défiler tout. Pour vous dire que vous vous souvenez, donc ce que je vous expliquais pour la femme enceinte, globalement, il y a assez peu de contre-indications au niveau de l'antibiothérapie chez la femme enceinte. Donc, si on ne peut pas prescrire d'amoxicilline parce qu'il y a une interaction médicamenteuse, parce que la patiente est intolérante ou a une allergie au pénis, au bêta-lactamine, si on reprend le tableau tout à l'heure que nous a présenté le docteur Guyon, les antalgiques, hop là, les antibiotiques sont là. Allez. Voilà. Si on reprend le tableau tout à l'heure du docteur Guyon, ce qu'on lui disait, c'était amoxicilline en première intention. Et puis si on peut pas, en gros, on a le choix avec du métronidazole seul. C'est vrai qu'on le réserve plutôt à des infections anaérobies. On peut utiliser de la spiramycine, on peut utiliser, vous voyez, donc la spiramycine, elle est envisageable pendant la grossesse. Le métronidazole est envisageable pendant la grossesse. Donc c'est vrai que vous pouvez tout à fait utiliser la pristinamycine aussi est envisageable, même si elle n'est pas indiquée. Si elle est indiquée uniquement dans les sinusites d'origine dentaire. Donc globalement, à part la clindamycine, mais encore une fois, la clindamycine n'est pas contre-indiquée. Hein, c'est juste que si on peut prescrire autre chose, c'est mieux. Mais il n'y a pas de contre-indication formelle à utiliser la clindamycine. Après, si on repart sur les femmes allaitantes, donc c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit peu plus de contre-indications sur les antibiotiques. On va y arriver, hop là, juste après, voilà. Donc, si on ne peut pas prescrire d'amoxicilline, bon, globalement, l'acide clavulanique seul, il n'existe pas et de toute façon, on y serait allergique. C'est vrai que c'est là où on est un peu plus embêté, parce que c'est là où on va nous dire il faut éviter pendant l'allaitement. Donc, c'est là où on va avoir recours à ces petits conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. On suspend l'allaitement, on demande à la patiente si vraiment elle maintient l'allaitement, parce que vous voyez, il n'y a pas de contre-indication formelle non plus, hein, c'est à éviter. La clindamycine est déconseillée, mais par exemple le métronidazole est à éviter. Donc si on a besoin de prescrire du métronidazole, on conseillera à la patiente de prendre son métronidazole juste après la tétée, ou alors de suspendre, comme je vous le disais, l'allaitement et d'avoir recours à une alimentation par biberon pour son enfant le temps du traitement, voire même pour un sevrage définitif. Merci Vanessa. Une dernière question concernant l'anesthésie locale et les femmes enceintes ou allaitantes. Les molécules peut-être à employer? Tout ce que vous voulez. Les molécules. Alors, le vasoconstricteur, on a le droit, clairement. Les techniques anesthésiques, il n'y a rien qui est contre-indiqué chez la femme enceinte. Vous avez le droit de faire une SPIC chez une femme enceinte. Après, pour les molécules, généralement, on utilise, maintenant dans les cabinets, on a quasiment tous de l'articaïne. Qui est considéré comme
l'anesthésique à préférer chez une femme enceinte, parce qu'il va avoir un meilleur rapport, on va dire, bénéfice-risque pour la patiente et pour l'enfant à naître. Il y a un peu moins de passage par la barrière placentaire et un peu moins de toxicité pour le fœtus ou l'embryon. Mais globalement, les autres sont autorisés. Si vous ne pouvez pas utiliser de l'articaïne parce que la patiente est allergique ou parce qu'il y a une contre-indication autre, etc., vous pouvez tout à fait utiliser de la lidocaïne ou de la mépivacaïne ou des choses comme ça sans aucun problème. Il n'y a pas de molécule anesthésique contre-indiquée chez la femme enceinte. Il n'y a aucune contre-indication liée à la grossesse. Après, il peut y avoir des terrains associés, une allergie, des choses comme ça, mais globalement, une porphyrie hépatique, des choses comme ça qui vont contre-indiquer certains anesthésiques. Mais on peut tout à fait, de manière sereine, utiliser un anesthésique avec vasoconstricteur chez une femme enceinte sans aucune arrière-pensée. Merci. Et une dernière question. Le patient greffé rénal ou du foie est-il un patient, entre guillemets, normal? Non. Non et oui. Alors, première chose, s'il a été greffé, souvent on a donc on est tous dans le même service hospitalier, on a des externes avec nous et souvent les externes viennent nous voir en disant mon patient il a été greffé hépatique, je ne peux pas lui donner tel ou tel médicament. Et je leur dis, à ton avis, est-ce que le foie qu'on lui a donné, il était malade ou il était sain? Ils disent, bah non, ils m'ont greffé un foie sain. Bon, bah alors, c'est qu'il fonctionne normalement. Donc, il n'y a pas besoin d'adapter les posologies s'il a été greffé rénal, s'il a été greffé hépatique, il a globalement un organe qui fonctionne de manière tout à fait normale. Après, c'est des patients qui, logiquement, sont sous anti-rejet, sous immunosuppresseurs. Donc là, on va pouvoir éventuellement les faire rentrer dans la catégorie des patients immunodéprimés. Et on va retomber dans les indications dont vous parlez de Dr Guyon tout à l'heure, à savoir des indications d'antibioprophylaxie quand on va faire un acte invasif, extraction, endo, détartrage, etc. Et éventuellement le recours à des antibiothérapies face à certaines pathologies. Mais il faut distinguer la greffe du traitement anti-rejet. Donc vraiment, le patient qui a été greffé, globalement, il a une fonction rénale, hépatique, cardiaque, tout ce que vous voulez qui est normal. Par contre, il faudra prendre en compte les anti-rejets et donc le rentrer dans la catégorie immunodéprimée. Merci.